Ce programme vous est offert par Illico Cash. Finances publiques, Judith Souminois et Jules Alingueté font bloc pour le renforcement de l'action de l'inspection générale des finances dans le gouvernement. Affaire fourrage et lampadaire, l'audience a été renvoyée au 18 novembre. Nicolas Kazadi a été disculpé. Seul l'ancien ministre du Développement rural Roubota et l'homme d'affaires Kassenga ont comparu hier devant le juge de la Cour de cassation. Présidentielle aux États-Unis, Trump ou Kamala, les Américains à l'heure du choix. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue. La première ministre Judith Souminois a présidé une séance de travail à la primature avec la délégation de l'inspection générale de finances conduite par l'inspecteur général chef de service Jules Alingueté. Cette réunion avait pour objectif de renforcer la contribution de l'IGF à l'action gouvernementale en mettant l'accent sur les finances publiques et la gestion des entreprises publiques. Lors de cette rencontre, il a été souligné l'importance du rôle de l'inspection générale des finances dans l'optimisation des ressources financières du pays. Nous sommes venus voir son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement, pour apporter la contribution de l'inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que l'économie nationale en général. Donc nous avions abordé des questions en rapport avec la mobilisation des recettes, la gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que certains problèmes économiques. Cette réunion entre la première ministre Judith Souminois Toloka et la délégation de l'IGF, conduite par Gilles Alingueté, a également permis d'aborder les défis liés au projet de loi des finances pour l'exercice 2025 déclaré recevable à l'Assemblée nationale le vendredi 1er novembre 2024. Gilles Alingueté a indiqué que le rapport de l'IGF est fondamental pour assurer une mise en œuvre réussie de ces budgets, tant en termes d'optimisation des dépenses publiques que des collectes des recettes. Nous avions suivi les débats. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que les budgets 2025 puissent être une réussite. Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité, quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes. Cette séance de travail a permis de poser les bases d'une collaboration renforcée entre le gouvernement et l'IGF. La première ministre a exprimé sa volonté de travailler main dans la main avec l'IGF pour garantir une gestion rigoureuse des finances publiques. Les discussions ont mis en lumière la nécessité de prendre des mesures concrètes afin d'améliorer la gestion des finances publiques et celle des entreprises publiques en vue de favoriser une économie nationale plus dynamique. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le Fonds monétaire international compte lancer un nouveau programme avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa afin d'échanger avec les autorités politiques congolaises, notamment sur un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre le changement climatique. Cette délégation a été reçue par les président de l'Assemblée nationale. Conduite par Calix Aokposi, conseiller au département Afrique, et le chef des missions René Tapsoba, représentant résident du FMI en RDC, cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, assisté du président de la commission ECOFIN, Guy Mafuta, et de son vice-président, Patrice Kitebi. Le Fonds monétaire international sollicite ainsi l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en œuvre de son nouveau programme avec le gouvernement congolais, notamment
en faisant un suivi particulier de l'exécution des engagements du gouvernement, en faisant le suivi de l'exécution budgétaire conformément aux crédits alloués à chaque secteur, en veillant sur les dépassements budgétaires et la chaîne de la dépense dans l'exécution du budget et en renforçant la transparence et la redevabilité dans les dépenses publiques. Très attentif, le président de l'Assemblée nationale a salué la demande exprimée par le Fonds monétaire international. Donc nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a expiré en juillet dernier et puis les objectifs du nouveau programme et ensuite solliciter son soutien pour aider à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget et l'Assemblée y travaille. Donc c'est la question pour nous maintenant, c'est comment est-ce que ces efforts de l'Assemblée nationale peuvent aussi accompagner le programme pour que le programme soit un succès. À cette demande, le chef de la mission du FMI, Calix Ahokpossi, a annoncé que cette institution financière internationale, basée à Washington, va envoyer, selon le calendrier fixé par l'Assemblée nationale, ses experts pour faire le renforcement des capacités de la commission ECOFIN. Présumé détournement des fonds alloués à la construction des fourrages. Ouvert hier lundi, le procès est reporté dans 2 semaines, soit le 18 novembre. L'ancien ministre du Développement rural, François Roubota, et Mike Kassenga, patron du consortium Stiver Construction Tra de hauteur, ont comparu dans une audience à la Cour de cassation. C'était dans cette affaire, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a été disculpé de faits infractionnels mis à sa charge dans l'affaire forage et lampadaires surfacturés, selon le parquet général après la Cour de cassation. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a été face à la presse pour confirmer la tenue d'ici au 13 novembre prochain des États généraux de la justice. Il sera question d'aborder les problématiques de fond touchant aux réformes tant constitutionnelles que légales, a affirmé Constant Moutamba. 3500 participants sont attendus dans ces assises dont le go sera donné officiellement par le chef de l'État. Je vous propose de suivre le garde des Sceaux dans ce propos recueilli par Dickens Kabouya. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des États généraux de la justice congolaise. Sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade ? Quelle thérapie pour la guérir ?» Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son ministre, son nouveau ministre de la Justice, de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. Quelles en sont les failles et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées, les réformes courageuses, audacieuses, qui peuvent être envisagées utilement et urgemment pour pouvoir faire profiter notre justice au peuple congolais. Que le peuple, au nom de qui cette justice est rendue, puisse se retrouver. Que cette justice puisse participer à l'amélioration du climat des affaires, puisse participer à la consolidation de la paix sociale, à l'apaisement des tensions dans la société. C'est pourquoi nous avons programmé d'organiser les États généraux de la justice du 6 novembre au 13 novembre 2024. Crise dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Goma, au nord Kivu, va abriter les travaux du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé en présence des délégations de la République démocratique du Congo et du Rwanda, conduites par leur ministre des Affaires étrangères, les facilitateurs venus de l'Angola, les représentants des corps diplomatiques, de la chef de la MONUSCO, les confessions religieuses et la société civile.
Il s'agira de veiller ou de vérifier le respect du cessez-le-feu et de détecter les différentes violations qui pourraient être commises par les deux acteurs en conflit, notamment le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et les FARDC. Nous allons y revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. Ouverture de la 13e session de la Commission mixte défense et sécurité RDC Zambie dans la ville de Kitwe au Zambie. La partie congolaise était représentée par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, qui a co-présidé ces assises en sa qualité de chef de la délégation des experts de la RDC avec le chef de la délégation des experts de la République de Zambie. L'objectif poursuivi par cette session est de permettre l'évaluation des mesures préventives mises en œuvre par chaque État dans les différents domaines, notamment en ce qui concerne la lutte contre les crimes et incidents qui surviennent le long de la frontière commune, afin de préserver des relations de bon voisinage entre la RDC et la Zambie. Monsieur le secrétaire permanent et chef de la délégation des experts de la République de Zambie, comme vous le savez, les présentes assises permettront de procéder à l'évaluation des mesures préventives mises en œuvre pour chaque État, par chaque État dans les différents domaines et permettront aussi de formuler de nouvelles recommandations. Les travaux permettront également aux experts des deux pays d'échanger sur des questions stratégiques des coopérations à adopter afin de mieux relever les multiples défis à caractère sécuritaire auxquels les deux pays sont confrontés. Que ces travaux permettront également aux experts de nos deux pays d'échanger avec franchise sur les questions d'intérêt commun et d'élaborer des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les multiples défis à caractère sécuritaire auxquels nos deux pays sont confrontés. À l'issue des travaux dont les experts se sont réunis en 3 commissions, à savoir la commission défense, la commission sécurité publique et la commission sécurité d'État, il sera procédé à la signature des résolutions prises par les experts des deux pays. L'amphithéâtre de l'université Mapon a refoulé du monde. Des candidats venus de tous les coins du pays ayant réalisé moins de 60% ont été soumis au test d'admission. Il y a quelques jours, notez, des candidats ayant réalisé 60 ou plus ont été admis directement. Selon le recteur Patrick Mobambo, l'université Mapon dispose des enseignements de qualité à ses étudiants. À l'université Mapon, cette tracasserie académique n'existe pas, car tous ces petits frais sont inclus dans les frais académiques et qui sont payés au même endroit, c'est-à-dire à la banque. Dès qu'un étudiant a payé ses frais académiques annuels, qui s'élèvent à $350 pour toutes les facultés, il n'aura plus rien à payer jusqu'à la fin de l'année académique, où on devra tout simplement lui délivrer ses relevés de cotes, qui sont aussi inclus dans les mêmes frais académiques. Donc, on paye en une fois et au même endroit. Cela reflète totalement le système de guichet unique. Ce système de guichet unique, qui constitue une innovation majeure dans notre université, devrait être adopté par l'ensemble des établissements. Et cela pourrait permettre à notre ministère de pouvoir contrôler la gestion dans les différentes universités. Et d'ici peu, tous nos étudiants, et ça c'est très important pour eux, tous nos étudiants, aussi bien les externes que les internes, vont commencer à être transportés par les bus de l'université Mapon qui seront mis en circulation pour eux. C'est vraiment important pour eux parce qu'il y a parfois des intempéries pour arriver à l'université, mais à partir du home, il faut que l'étudiant soit protégé. Et à ce moment-là, alors, il pourra emprunter notre bus. Aux USA, jour d'élection ce mardi 5 novembre, les Américains votent pour élire leur nouveau président de la République et aussi pour le nouveau membre du Congrès. 4 candidats sont en lice, notamment Kamala Harris et Donald Trump, qui ont tenu leur ultime meeting électoraux à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote pour ce qui s'annonce être l'un des scrutins présidentiels les plus serrés de l'histoire. And I shake my hand.
How you doing? Good. Alors que le monde entier aura les regards braqués en direction des États-Unis d'Amérique où se jouait sacre en Palestine, appuieront la colonisation des terres par Israël, attaqueront la Chine et la Russie sous le couvert des droits de l'homme, mais uniquement parce que ces puissances menacent leur suprématie. Mais quelque chose a changé. Les citoyens du monde commencent à voir clair dans leur jeu. Les plus naïfs pourraient être tentés de soutenir la Chine ou la Russie dans un élan d'anti-américanisme, sans saisir la leçon essentielle qui se cache derrière cette vaste pièce de théâtre. Il s'agit des puissances, des dissuasions, de l'art de bâtir des forteresses pour protéger ce que l'on chérit. Chaque pays, chaque peuple devrait comprendre la nécessité de développer sa propre force, non pas pour dominer, mais pour résister aux appétits d'autrui. L'Amérique s'est renfermée, trahie par une moralité vacillante, un système médiatique devenu un moulin à propagande, une justice sélective et sans pitié pour ses propres dissidents. Ce pays qui fustige les autres pour leurs dérives dévoile désormais ses propres contradictions, à l'image de Trump qui a su instrumentaliser la peur de l'étranger pour allier une partie de la population derrière sa bannière. L'Américain moyen n'a peut-être pas encore saisi toute l'étendue de cette transformation, mais l'Africain, lui, voit clairement. Depuis le chaos qu'Obama a laissé en héritage, une chose est sûre, ces élections présidentielles américaines n'apportent rien à l'Afrique, ni à ceux qui se battent pour un avenir meilleur sur ces continents oubliés. On en vient au rappel des titres. Finances publiques, Judith Souminois et Jules Alinguete font bloc pour le renforcement de l'action de l'inspection générale des finances dans le gouvernement. Affaire forage et lampadaire, l'audience a été renvoyée au 18 novembre prochain. Nicolas Kazadi a été disculpé. Seul l'ancien ministre du Développement rural, Rubota, et l'homme d'affaires, Kassenga, ont comparu devant le juge de la Cour de cassation. Présidentielle aux États-Unis, Trump ou Kamala, les Américains à l'heure du choix. La revue de presse est dans un instant. Héritier Tamboa nous rejoint pour la lecture transversale des journaux parus ce mardi. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine, bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre avec ce sujet de la justice. L'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi est innocenté au dossier forage et lampadaire. Eh bien, c'est une nouvelle qui a suscité de l'étonnement au sein de l'opinion congolaise. Il a été blanchi par la Cour de cassation, nous apprend FNTV.cd qui titre Justice, dossier forage et lampadaire. Sans surprise, Nicolas Kazadi innocenté par la justice. Dans le cœur de cet article de presse, Bédrine, il est mentionné, voulais-je dire, que dans une note rendue publique hier lundi, les procureurs généraux, après la Cour de cassation, informent à l'avocat de Nicolas Kazadi que son client a été disculpé de faits infractionnels dont il est reproché. Un autre média qui s'est intéressé à ces sujets, c'est FoxTime.cd Bédrine qui écrit « Détournement des fonds destinés au forage, les procès renvoyés au 18 novembre ». Et FoxTime.cd, ce renvoi va permettre aux prévenus de s'imprégner du dossier. À ce même sujet, Opinion Info note que la justice s'est intéressée à ces dossiers après qu'un rapport élaboré par l'Observatoire de la dépense publique et la Ligue congolaise contre la corruption a mis en lumière des soupçons de surfacturation dans ces marchés publics portant sur l'installation des lampadaires et forages. L'ancien argentier national ne sera donc plus poursuivi dans le cadre de l'affaire des forages et des lampadaires, souligne le média en ligne Opinion Info.
Et les journaux parus ce mardi ont également abordé la dernière rencontre entre Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni. Eh bien, Bédrine, tête-à-tête Tshisekedi-Museveni à Entebbe, Kinshasa et Kampala pour la paix dans la sous-région. C'est les titres du média Le Maximum que vous voyez juste derrière moi. Pour lui, cette rencontre intervient 2 semaines après la réunion qui a eu lieu à Kinshasa entre les officiers supérieurs de FARDC et des UPDF, entendés par Force des défenses du peuple ougandais pour évaluer, n'est-ce pas, les opérations conjointes menées contre les terroristes IDF dans les provinces congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri. De média à un autre abordant ces mêmes sujets, le média en ligne Wez.cd met en exergue de son côté les propos du chef de l'État Félix Tshisekedi. Après cet tête-à-tête, je répare avec l'espoir que tout ce que nous nous sommes dit va se concrétiser. On va boucler héritier à l'international, résultat de l'élection américaine. Dernier sondage inattendu, une issue presque impossible à deviner entre Kamala Harris et Donald Trump. Eh bien, le jour J est enfin arrivé, Bédrine Kenge. Des millions d'Américains sont appelés à voter ce mardi pour élire leur nouveau président. C'est l'une des élections présidentielles les plus serrées de l'histoire de la politique américaine, affirme le site L'Internaute, qui note que les 2 candidats sont à coude à coude. Le dernier sondage publié par le New York Times ce mardi donne un très léger avantage à la démocrate. Elle est créditée de 49% des intentions des votes contre 48% pour l'ex-président des États-Unis. Un écart infime qui ne permet pas de donner la moindre tendance à quelques heures du dénouement. Par ailleurs, 20 minutes rapporte que cette présidentielle voit se mesurer, Bédrine, 2 personnalités radicalement opposées. D'un côté, Kamala Harris, actuelle vice-présidente démocrate, qui pourrait devenir donc la première femme à diriger la plus grande puissance de la planète. De l'autre, l'ancien président républicain Donald Trump, auteur d'un retour politique spectaculaire après avoir quitté Maison Blanche en 2021. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci héritier pour cette sélection. Je vous en prie. C'en est complètement fini avec cette édition. Restez avec nous pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.